Bonjour professeur Alain Fischer et merci de recevoir une nouvelle fois la filière des maladies auto-immunes et auto-inflammatoires rares pour répondre aux questions cette fois-ci des parents et des jeunes ados atteints d'arthrite juvénile idiopathique ou de maladies auto-immunes ou auto-inflammatoires rares. Alors pour commencer, je souhaiterais vous poser la question du recul de la vaccination des ados dans le monde et quel est le profil de tolérance? Donc la vaccination des adolescents a commencé en termes de population il y a quelques semaines, donc le recul est faible. Néanmoins, il faut rappeler que, comme il se doit, cela a été précédé d'essais cliniques, d'études cliniques. Il y a eu 2 études cliniques, une qui est terminée, qui a été évaluée et qui a permis d'obtenir des instances réglementaires américaines, nord-américaines et européennes l'autorisation de mise sur le marché pour les ados, qui sont des études cliniques de phase 3. Il y a eu pour le vaccin Pfizer un peu plus de 2000 adolescents de plus de 12 ans qui ont reçu le vaccin versus un groupe de 2000 qui ont reçu un placebo. Et dans ce groupe-là, la sécurité était parfaite et l'efficacité également, on va dire. C'est juste parfait. Et pour le vaccin Moderna, on n'a pas encore les résultats, mais on sait que les dossiers sont aux agences européennes et a priori, on s'attend à ce que le résultat soit le même, c'est-à-dire que l'évaluation soit positive. Donc bien sûr, le recul est relativement faible, c'est par définition, puisque ces vaccins sont récents. Néanmoins, on peut aussi quand même se fier un tout petit peu sur l'efficacité et la sécurité de ces vaccins dans la population adulte jeune. Donc les éléments sont positifs. Il y a un élément de surveillance nécessaire qui est regardé de très près, c'est le signalement chez des jeunes adultes en Israël et peut-être aux États-Unis. Je dis peut-être parce que les données ne sont pas complètement validées, mais le travail est en train d'être fait, de cas de myocardite ou de péricardite de façon très rare, survenant plutôt après la seconde dose, plutôt chez les hommes, et dans 95% des cas absolument bénins. Donc ceci a été regardé très très près en Israël, puisque ce sont eux les premiers qui ont vu cela, puisqu'ils ont été les premiers à vacciner des jeunes adultes, et leur conclusion a été que c'était suffisamment rare et bénin pour qu'on autorise cette pratique vaccinale chez aussi les adolescents. Aux États-Unis, aujourd'hui, on doit en être à 20 millions de doses chez les jeunes adultes et les adolescents, donc ça fait quand même pas mal de monde, même si le recul est modéré. Quelques semaines, c'est évident, mais enfin suffisant pour détecter des effets secondaires qui surviennent tôt après la vaccination, ce qui est le cas. Si c'est le cas, c'est quelques jours après l'injection première ou surtout seconde dose. Donc le CDC américain est cette semaine en train de réévaluer exactement les données nord-américaines sur les signalements de myocardite et péricardite. Il y a quelques cas signalés en France, un tout petit nombre. Évidemment, il faut être extrêmement vigilant puisque la règle d'or est de garder une analyse bénéfice-risque qui soit très largement favorable. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, avec ce qu'on sait aujourd'hui, ça peut évoluer bien évidemment, mais avec ce qu'on sait aujourd'hui, l'analyse bénéfice-risque est très bonne. Quel est le bénéfice attendu de la vaccination pour les ados, puisque de toute façon, ils font des formes bénignes? Alors, ceci est vrai sans être tout à fait vrai. Il y a 3 éléments à évoquer. Le premier, c'est que même si, heureusement, l'immense majorité des adolescents font des formes bénignes, ou à vrai dire des formes asymptomatiques de la maladie, il y en a quand même un tout petit nombre qui font des maladies inflammatoires, ce qu'on appelle les PIMS ou les MIS, peu importe le terme. C'est environ 500 cas chez l'enfant en général, un quart chez les adolescents, donc ça fait à peu près 125 cas en un an en France. Et si on peut prévenir ces 125 cas d'atteinte inflammatoire, avec vasculaire, éventuellement cardiaque, qui nécessite une hospitalisation des thérapeutiques, ça serait pas mal. Ensuite, on peut ajouter qu'il y a, même si c'est pas encore très très bien connu, des cas de Covid dits longs, avec persistance de symptômes chez les adolescents. Si on peut prévenir ça, c'est pas mal. Mais surtout, les 2 arguments qui suivent sont plus importants. Le deuxième argument, c'est le bénéfice individuel indirect. Là, j'ai parlé d'un petit bénéfice individuel direct. Il y a un plus grand bénéfice individuel indirect. On sait malheureusement aujourd'hui très bien que les mesures qui ont dû être prises de contraintes sur le système scolaire, fermeture de classe, fermeture intermittente ou en tous les cas fréquentation intermittente de l'école, ont eu des conséquences lourdes pour un certain nombre d'adolescents, de décrochage scolaire, les enseignants le disent, les pédiatres le disent, et pour certains malheureusement ça va plus loin, ce sont des troubles psychologiques ou psychiatriques.
Par exemple, il y a une enquête à Paris qui montre que la fréquence des tentatives de suicide chez l'adolescent a augmenté d'un facteur 30 à 40% depuis le début de la pandémie. Et ça s'accompagne de syndrome dépressif, c'est logique. Ça s'accompagne, par exemple, signalé par les pédopsychiatres, de phénomènes d'automutilation, de troubles alimentaires, soit sous forme d'anorexie, soit sous forme de boulimie. Donc il y a un certain nombre d'adolescents qui payent lourd. Alors c'est pas un effet direct du virus, ils sont pas infectés par le virus, mais ils payent un prix lourd, très lourd quand même. Ça va leur prendre quelques années pour sortir de cela, de cette pandémie. Donc la réflexion est de se dire que si on vaccine les adolescents, on augmente beaucoup les chances de ne pas voir à nouveau des contraintes s'imposer sur la vie scolaire, la fermeture même transitoire, partielle, etc., de ce qu'on a vu dans les collèges et les lycées, et on pourrait y ajouter d'ailleurs les universités pour les jeunes adultes, d'avoir disons un maximum de garanties, on ne peut pas dire toutes les garanties, mais un maximum de garanties d'une vie scolaire normale, et donc aussi d'une vie périscolaire normale, et donc éviter qu'il y ait à nouveau des adolescents qui souffrent de conséquences psychiatriques de la maladie. Et puis s'ajoute un troisième argument, pardon d'être un peu long, mais peut-être important de les évoquer tous, qui est l'argument du bénéfice collectif. Un bénéfice collectif qui rejaillit sur les adolescents aussi. On sait que les adolescents transmettent le virus, en plus ils ont une vie sociale plus active que les personnes de mon âge, donc ils sont susceptibles d'infecter d'autres personnes. On sait par exemple que les foyers avec adolescents ont eu un taux de contamination plus élevé que les foyers sans adolescents. Et donc, vacciner les adolescents participe de l'acquisition d'immunité de groupe. On sait par ailleurs que si on oublie un instant les adolescents, donc si on ne vaccinait que les adultes, dans le contexte que l'on sait du risque de transmission des virus qui circulent aujourd'hui, le variant alpha britannique et a fortiori le delta indien, qui est encore plus transmissible, en fait, qu'il faudrait, même si on arrivait à vacciner, disons, 90% de la population adulte, ce qui est un objectif très difficile à atteindre, compte tenu du fait que le vaccin est efficace dans 90% des cas, et même si on y ajoute les personnes protégées par le fait qu'ils ont été infectés, ça ne permet pas d'arriver à ce qu'il faut atteindre, c'est-à-dire entre 75 et 80% de toute la population, tous âges compris, de 0 à 100 ans, protégés. Donc si on veut y arriver, il faut aussi vacciner les adolescents. Donc, de temps en temps, on entend un argument qui est recevable, sauf qu'il, de facto, il est inexact, qui serait, il n'est pas éthique, il ne serait pas acceptable de vacciner les adolescents à la place des adultes. Absolument d'accord. Sauf que malheureusement, la discussion n'est pas vacciner les adolescents à la place des adultes, c'est vacciner des adultes et des adolescents pour tendre vers, aller au plus près de l'immunité de groupe et éviter que l'épidémie revienne, et avec toutes ses conséquences, et à nouveau sur les adolescents eux-mêmes. Et donc c'est au bénéfice des adolescents, comme évidemment le reste de la population, que cette immunité de groupe s'installe. Donc c'est une notion de solidarité, et je pense que il n'y a pas de mal à parler de solidarité, pourvu que la sécurité des vaccins soit suffisamment bonne, et il semble que ce soit le cas, qu'il y ait une solidarité intergénérationnelle, et que, d'une certaine façon, les adolescents aident à protéger leurs grands-parents ou des personnes malades qui sont proches d'eux. Voilà les arguments. Et dans ce cas-là, pourquoi ne pas envisager la vaccination des enfants encore plus jeunes? Alors, en ce qui concerne les enfants de moins de 12 ans, on n'a pas de données pour l'instant. Il y a des études cliniques en cours, donc on aura des réponses. Donc, c'est une question ouverte, mais dans tout état de cause, aujourd'hui, on n'a pas les données de sécurité et d'efficacité, d'une part. D'autre part, les questions que je viens d'évoquer, alors pour le PIMS, évidemment, l'argument reste tout à fait valable. Pour les troubles psychologiques et psychiatriques, ils sont quand même moins marqués, semble-t-il. Ces enfants souffrent moins des conséquences de l'épidémie que les adolescents. Maintenant, la question peut se poser à l'avenir, mais en tout état de cause, il est hors de question de l'envisager tout de suite, puisqu'on n'a pas les données des études cliniques en termes d'efficacité et de sécurité des vaccins avant l'âge de 12 ans. Alors vous parliez des PIMS, de ce syndrome inflammatoire multisystémique de l'enfant. Eh bien, pourquoi les enfants ayant présenté un PIMS ont une contre-indication à la vaccination contre la Covid-19? Alors c'est une précaution. On a considéré que dans la mesure où c'est une réponse inflammatoire exacerbée, pathologique par définition, induite par le virus,
On ne peut pas exclure aujourd'hui, je pense qu'on aura ensuite des informations qui permettront de mieux répondre, mais on ne peut pas strictement exclure que dans ce cas précis-là, ces enfants-là, qui sont peut-être un peu, pour des raisons qu'on ne comprend pas aujourd'hui, prédisposés à ce type de pathologie inflammatoire, que le vaccin ne puisse pas entraîner une nouvelle poussée d'une pathologie inflammatoire vasculaire. Donc c'est une précaution qui concerne un petit nombre d'adolescents, donc ça fait 125 environ en France aujourd'hui. Ils sont quand même d'ailleurs largement protégés par le fait qu'ils ont été infectés, et cette précaution paraît raisonnable. Existe-t-il des études sur la réponse vaccinale chez les enfants avec arthrite juvénile idiopathique ou autres maladies inflammatoires? C'est une bonne question, mais ces études vont arriver, mais c'est trop tôt, puisque la vaccination débute pour les adolescents. Et donc, bien sûr, les adolescents qui ont des pathologies qui les exposent un peu plus à des complications de l'infection doivent être encore plus vaccinés. C'est le cas particulièrement de sujets que je connais bien, des enfants qui ont des déficits immunitaires, même s'ils sont finalement pas si exposés que ça à des complications. Enfin, il y en a quelques-uns qui le sont. Et évidemment, tout ceci doit être accompagné d'études de la qualité de la réponse anticorps, la réponse cellulaire, de voir ce qui se passe chez les patients qui ont des pathologies inflammatoires, où on pourrait éventuellement craindre une exacerbation de la pathologie par le vaccin. Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que ça n'a pas l'air d'être le cas chez les jeunes adultes. Donc on peut espérer qu'on puisse transposer cela aux adolescents. En tous les cas, ça va être suivi de très très près, bien évidemment. Connaît-on la durée de protection après injection du vaccin chez les enfants sous immunosuppresseurs? C'est difficile d'avoir une réponse globale parce que les agents immunosuppresseurs sont multiples, à la fois dans leur classe de médicaments, leur mécanisme d'action, la durée de traitement, les doses. Donc il n'y a pas de réponse univoque. Je pense que dans la plupart des cas, les traitements immunosuppresseurs qui sont administrés pour des enfants qui ont des maladies auto-immunes, rhumatismales, inflammatoires, ne sont pas telles, excusez-moi, qu'elles inhibent la réponse immune induite par le vaccin. Enfin, c'est ce qui a pu être observé pour d'autres vaccins. Donc c'est assez probable qu'il y aura une réponse, et peut-être sera-t-elle un peu moins bonne, un peu moins durable. Je ne suis même pas sûr, mais il faudra le mesurer, bien évidemment, pour adapter ensuite les schémas vaccinaux. Certains de nos jeunes patients sont sous rituximab, sous mycophénolate mofétil, et on sait que chez l'adulte, eh bien, on conseille dans ces populations une 3e dose. Est-ce que vous pensez qu'il faut proposer le même schéma vaccinal chez l'enfant? Attendons un peu d'en savoir plus, chaque chose en son temps. Peut-être qu'on arrivera à cette conclusion dans un second temps. On manque de données encore aujourd'hui. Chez l'adulte, les préconisations de 3e dose reposent sur des études qui ont été faites sur des groupes de patients montrant des réponses immunes vraiment déficientes. Donc je pense qu'il faut faire ces études et on conclura après. Merci beaucoup, professeur Alain Fischer, pour votre disponibilité et pour l'accueil que vous avez fait à notre filière de santé maladies rares. Merci encore. Je vous en prie.